Bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire au sujet du Ségur du numérique en santé et sa procédure de référencement. Pour vous rappeler les bonnes pratiques, donc vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions et nos intervenants y répondront à la fin du webinaire pendant le temps dédié. Et tous les replays des webinaires seront disponibles sur notre site dès la semaine prochaine. Donc je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, nous allons aujourd'hui vous parler du Ségur du numérique en santé et de comment déposer votre candidature pour être référencé. Donc, déjà, on va vous faire un bref rappel sur qu'est-ce que le Ségur du numérique en santé. Ensuite, on parlera des DSR et des exigences. On vous présentera le process global de référencement. On vous fera un focus sur le mode opératoire pour se faire référencer et sur comment préparer sa candidature. Alors, déjà, qu'est-ce que le Ségur du numérique en santé? L'objectif du Ségur du numérique en santé, c'est de permettre à chaque citoyen, d'être acteur de sa santé et en même temps d'améliorer le cadre de travail des professionnels de santé. Donc, on est bien sur les usages, d'une part, des professionnels de santé et d'autre part, de chacun d'entre nous, des citoyens. Pour ça, comment on fait? Eh bien, on souhaite généraliser le partage de données entre ces professionnels de santé et ces patients. L'objectif, c'est bien de prévenir et de mieux soigner chacun d'entre nous. Pour cela, l'État a mis un investissement conséquent pour permettre de franchir cette première étape, avec un investissement de 2 milliards d'euros qui est financé à 100% par le programme France Relance. Le Ségur du numérique en santé a été découpé en plusieurs grands thèmes que nous on appelle des couloirs qui prennent en compte les particularités de chacun de ces domaines d'activité. Alors, vous en avez 6, c'est ce que vous voyez sur le rond à gauche de votre écran. On a un couloir pour la pharmacie, un pour les établissements de santé, un pour la radiologie, un pour la biologie médicale, un pour la médecine de ville et un pour le médico-social. Chacun de ces couloirs s'appuie sur les 4 services socles qui sous-tendent toute la stratégie du numérique en santé et qui sont le DMP pour le partage des données des patients, l'INS pour pouvoir identifier le patient de manière certaine, la messagerie sécurisée pour tous les échanges de données et ProSanté Connect pour identifier de manière certaine le professionnel de santé. Et je passe la main à Emmanuel pour vous parler des DSR et des exigences. Bonjour à tous. Emmanuel Flout est directeur du domaine convergence et conformité à l'ANS. Donc là, je vais vous présenter effectivement ce que sont ces DSR, à quoi ils servent, de quoi il s'agit et comment sont structurées les exigences de référencement au Ségur. On peut aller sur le slide suivant. Tu peux avancer toi-même avec les flèches droite et gauche, Emmanuel. Donc, les dossiers de spécification de référencement, hein, donc il y en a plusieurs un ou plusieurs par couloir qu'a listé Nathalie précédemment. Donc, ces dossiers de spécification de référencement, ils sont composés de deux grands documents. Un document qui va décrire le périmètre fonctionnel attendu des logiciels qui vont candidater à ce référencement, les profils conditionnels, je vais y revenir, et la marche à suivre pour obtenir le référencement d'une solution qui est un peu l'objet du webinaire qu'on est en train de réaliser. Donc, ce document, quand on dit périmètre fonctionnel attendu, typiquement, c'est pour un couloir donné, on va prendre le couloir hôpital, par exemple, vous avez 3 dossiers de spécification de référencement, un pour les plateformes d'intermédiation, un pour les dossiers patients informatisés et un pour les référentiels d'identité. Et en fait, le périmètre fonctionnel attendu, ça vous décrit
ce que doit être un DPI, quelles sont les fonctionnalités minimales, par exemple pour un dossier patient informatisé ou une plateforme d'intermédiation. Ce qui vous permet, vous, en tant qu'éditeur, d'identifier et d'être certain que vous vous positionnez sur le bon dossier de spécification de référencement et vous candidatez au bon référencement. Évidemment, dans les grandes lignes comme ça paraît toujours assez évident de savoir sur quel DSR vous devez candidater, mais il était nécessaire qu'on redécrive les grandes fonctionnalités de chacun de ces types de logiciels de professionnels de santé. On a fait la même chose pour l'imagerie et on a fait la même chose pour les systèmes de gestion de laboratoire. Les profils définis. Donc ça, alors, les profils définis, c'est pour tenir compte de la variété, on va dire, des usages à l'intérieur d'un dossier de spécification de référencement donné. Je prends un exemple très concret. En médecine de ville, donc là, c'est essentiellement des logiciels de gestion de cabinet qui vont candidater. Et en fait, il y en a certains qui sont déployés en centre de santé pour lesquels les modalités d'authentification vont être très spécifiques par rapport à, on va dire, le reste de la médecine de ville. Et du coup, on a créé des profils comme ça d'exigences conditionnelles pour éviter de demander à tous les éditeurs de logiciels de gestion de cabinet de développer l'authentification par certificat logiciel alors qu'ils ne sont pas en centre de santé. On sait que l'authentification par certificat logiciel est surtout très utilisée en centre de santé. Voilà. Donc, c'est une façon, en fait, on va dire, de personnaliser, de profiler, d'adapter une série d'exigences qui sont dans un DSR pour un type de logiciel donné à son marché et aux usages qu'il couvre. Voilà, c'est une façon d'être vraiment, de ne pas faire développer en fait trop d'exigences, trop de développement qui ne seraient pas du tout après utiles et qui ne seraient pas adaptés au marché de l'éditeur et pour son produit. Voilà. Et l'autre partie, c'est la dernière partie de ces DSR, c'est la procédure de référencement dont on va parler. Donc ça, c'est le premier document. Et le second document, c'est le fichier des exigences, où là, on va y revenir. C'est vraiment la liste des exigences à respecter par thématique. Il y a l'identifiant national de santé, ProSanté Connect, dossier médical partagé. Vous avez des exigences après qui sont plus métier ou plus d'ergonomie, on va dire. Et donc, tout ça est catégorisé par thématique. Les référentiels à respecter, le cas échéant, c'est-à-dire une exigence, elle peut pointer sur des référentiels du cadre d'interopérabilité, par exemple. Évidemment, on n'a pas recopié ces référentiels dans les fichiers d'exigence, donc on pointe sur ces référentiels et la liste des preuves à fournir pour obtenir le référencement. Voilà. Et vous avez le lien vers l'ensemble de la documentation de l'ensemble de ces DSR par couloir et qui est fourni juste en bas du slide. Ensuite, là, vous avez la liste de tous les dossiers de spécification de référencement pour la vague 1 par couloir. Donc, quand on dit vague 1, hein, c'est le premier cycle, on va dire, référencement, financement des solutions des éditeurs. Et il y aura une vague 2 avec une autre série de dossiers de spécification de référencement et qui aboutira, qui permettra de bénéficier de nouveaux financements. Pour ce qui est de la vague 1, donc on est à 3 et 3, 6 et de 8 DSR et il y en aura un 9e pour la task force, le couloir pharmacie, pardon. Donc sur la biologie, vous avez 2 dossiers de spécification de référencement, un qui s'adresse au système de gestion de laboratoire de ville ou d'établissement de santé ou de laboratoire spécialisé, un qui s'adresse aux transcodeurs, on peut appeler ça comme ça, des catalogues d'examen LOINC. Alors c'est un peu particulier, hein, donc il existe sur la biologie médicale une terminologie qui s'appelle LOINC qui permet de coder les examens de biologie dans une terminologie internationale avec un code unique au niveau international et donc au niveau français. Et il y a besoin, en fait, dans les laboratoires de biologie médicale, de transcoder les catalogues locaux qui sont aujourd'hui codés avec des codes propres à chaque laboratoire
dans cette terminologie. Et du coup, là, c'est un DSR qui regroupe et liste les exigences qui vont s'appliquer à ces transcodeurs. Voilà. Et qui cible donc plutôt des prestataires, on va dire, de services qui ont des solutions, mais qui fournissent aussi un service. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le transcodage catalogue d'examen. Sur l'imagerie, eh bien, ça s'adresse au RIS, au système d'information de cabinet d'imagerie, en ville et en établissement de santé. Sur l'hôpital, j'ai déjà listé les 3 DSR juste avant. Sur la médecine de vie, il y en a un pour les logiciels de gestion de cabinet avec un peu la particularité pour ceux qui sont aussi en centre de santé. Il y a un DSR qui est en préinformation. Il n'y a pas l'arrêté encore, mais il y a eu il a été publié en préinformation jeudi dernier pour le couloir, sur le couloir médico-social pour les dossiers usagers informatisés. Et il y en aura un qui sera publié, alors je n'ai pas la date en tête là, sur la TF pour le couloir pharmacie, pardon. Et les logiciels de gestion d'officine, du coup. Voilà. Ensuite, donc là, si on prend, on va un peu plus loin dans le détail sur les dossiers de spécification de référencement, le contenu du dossier. Il y a une présentation générale du Ségur du numérique de la santé. Le périmètre ciblé, c'est les exigences minimales que doivent couvrir, par exemple, un logiciel de médecine de vie, un DPI ou un système de gestion de laboratoire de biologie médicale. Il y a une description un peu synthétique du périmètre des exigences et des modalités de vérification de conformité. Et ensuite, le mode opératoire vraiment de référencement avec les différentes étapes de référencement. Et on a une annexe avec la liste de l'ensemble des référentiels sur lesquels pointent les exigences fonctionnelles des référentiels qui peuvent être soit ceux produits par l'ANS, comme je disais tout à l'heure, du cadre d'interopérabilité, ceux du GE Césame Vital pour tout ce qui est, par exemple, identifiant national de santé, le DMP aussi. Et on a aussi des référentiels qui ont été produits, qui sont produits par Interop Santé, en l'occurrence pour la diffusion de l'INS en intra-hospitalier. Voilà. Alors, pour dire quelques mots sur les exigences, en fait, et la nature de ces exigences, vous avez des exigences qui sont obligatoires. Donc là, le référencement et l'éditeur, le produit, doit respecter toutes les exigences obligatoires. Les exigences conditionnelles qui correspondent au profil, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, qui sont là au choix de l'éditeur. Donc, c'est l'éditeur qui va dire « Je souhaite couvrir ces exigences conditionnelles en sélectionnant tel profil, par exemple le profil centre de santé, je reprends celui-là pour la médecine de ville. » Et ce qui est important de savoir, hein, c'est que donc c'est l'éditeur qui choisit ses profils d'exigence conditionnelle. Et c'est cette information, quel profil a été choisi par l'éditeur et quel est finalement le périmètre fonctionnel couvert par la solution. Ces profils seront publiés avec la décision de référencement. C'est-à-dire, quand vous êtes référencé, à la fin du processus de référencement, votre solution sera indiquée sur le site de l'ANS en disant telle solution de tel éditeur est conforme en telle version à tel dossier de spécification de référencement, et on indiquera les profils que vous avez sélectionnés. Donc, c'est important, évidemment, de bien choisir ces profils, et puisque ce sera affiché dans la décision de référencement. Et il y a un dernier type d'exigences qui sont des recommandations. Et là, celles-ci, elles ne sont pas obligatoires. Elles sont fournies plutôt à titre d'information de ce qui viendra dans la vague 2 du Ségur et dans le prochain dossier de spécification de référencement. Et comme elles ne sont pas obligatoires, elles ne sont pas vérifiées, il n'y a pas de preuves à apporter, il n'y a pas de scénario de conformité. C'est vraiment à titre d'information. Voilà.
Voilà. Puis bon, après là, vous avez un bout de copie d'écran. Vous avez un copier-coller, pardon, des dossiers de spécification de référence, des exigences. Ouais. Là, ce slide-là, en fait, vous présente le parcours éditeur dans sa totalité, depuis le référencement Ségur par rapport à un dossier de spécification de référencement qui est vraiment l'objet de ce webinaire, jusqu'à la demande de paiement pour financer en fait le déploiement et l'achat des solutions, par vos clients, pardon, excusez-moi, j'étais coupé. Donc là, on est centré vraiment sur le référencement dit Ségur et les trois grandes premières étapes, qui est la prise de connaissance effectivement de ces dossiers de spécification de référencement et des règles d'appel à financement, l'envoi à l'ANS et à la plateforme de candidature de votre candidature, des preuves de votre conformité au dossier de spécification de référencement de la solution pour laquelle vous avez demandé le référencement, et la réception de l'attestation de conformité. Et au final, la signature de la convention de référencement entre l'ANS et l'éditeur. Voilà. Donc, les grandes étapes du dispositif de référencement Ségur, hein. Il y a une première étape, c'est donc le référencement, c'est un peu ce que je viens d'évoquer en deux phases. Il y a la phase 1 qui est qui consiste en fait à vous identifier, c'est-à-dire de savoir quelle est la personne morale, quelles sont les personnes physiques qui représentent la société, et quel est le produit pour lequel vous allez candidater. Dans cette phase 1, en fait, on va vérifier l'éligibilité de votre candidature, s'assurer que donc vous candidatez sur le bon DSR principalement, que l'ensemble des données, on va dire, et des informations administratives sont bien disponibles. Et dans une phase 2, qui est la vérification des preuves de conformité aux exigences du DSR pour permettre d'attribuer le référencement, où il y a trois grandes parties, hein. Le dépôt des preuves qui vous concerne, nous, la phase d'instruction du dossier, et l'attribution et la décision de référencement. Là, on va faire un focus sur le mode opératoire. Je ne sais pas si on a un échange de questions dès maintenant ou on le fait juste à la fin. Comme tu préfères, Emmanuel. On a déjà une série de questions, donc ça peut peut-être être intéressant de les passer. Ouais. Je pense que c'est pas mal, oui, parce qu'après, on va rentrer dans le détail et peut-être on va déjà sur les grandes. Alors, la première… Ah, tu veux lire? J'y vais, oui. C'est parti. Excusez-moi. Il n'y a pas de DSR pour les systèmes PACS dans le couloir radiologie, uniquement pour les RIS. Est-ce que ça signifie que les PACS ne doivent pas être référencés? Alors, en vague 1, effectivement, le périmètre de la vague 1 au risque sur le imagerie. En revanche, dans la vague 2, il est bien prévu d'avoir un DSR pour les PACS et ou on va dire les serveurs de résultats d'imagerie. Et c'est bien prévu en tous les cas. Merci. Alors, une autre question. Peut-on candidater pour plusieurs DSR lorsque notre solution s'adresse à différents types de praticiens, par exemple médecins de ville, hôpitaux? Oui, la réponse est oui. Une solution peut candidater sur plusieurs DSR. Et alors, il y a l'exemple là dans la composée, mais il y a un autre exemple qui est peut-être, c'est ce qu'on appelle les plateformes d'intermédiation, qu'on appelle par AI ou connecteurs au sens large, quoi, qui équipent
qui sont souvent déployés dans les établissements de santé pour tout ce qui est échange avec le TNP, enfin, partage avec le TNP ou échange avec les messageries de sécurité de santé. Donc, ça veut dire que la PFI, un éditeur de PFI va naturellement candidater sur ce couloir, mais il peut aussi être embarqué, on va dire, par exemple, pour un éditeur de système de gestion de laboratoire de biologie médicale qui a besoin d'une PFI, lui, pour aussi, quand il est déployé, par exemple, en ville, alimenter le DMP ou échanger par messagerie. Une PFI, par exemple, là, elle est aussi dans ce cas-là, de cette façon-là, elle candidate à plusieurs DSR. Une première fois sur le DSR PFI qui est le DSR naturel sur lequel elle doit candidater, mais aussi à travers l'association avec un système de gestion de laboratoire sur le couloir biologie médicale. Merci. Une autre question sur le DSR DPI. Pour ProSanté Connect, la preuve fait appel à un fichier. Où se trouve-t-il? Donc j'imagine que vous ne l'avez pas trouvé si vous posez la question. Alors là, on va noter la question là comme ça. Il faudrait que j'aille regarder les concepts et la preuve. En tout cas, si vous ne trouvez pas, il faut répondre. D'accord, donc nous allons vérifier de notre côté et puis, puis nous vous ferons un retour. Est-ce qu'il y aura d'autres DSR dans le couloir hôpital pour la vague 2? Et si oui, est-ce qu'on sait déjà lesquels? Non, là aujourd'hui, c'est pas. Je pense que ça, c'est pas complètement. C'est pas arrêté. N'y a-t-il pas de doublon pour les éditeurs du médico-social avec le RESA? Là, je connais pas assez bien ce qui est fait côté RESA pour vous dire qu'est-ce qui est en recouvrement ou pas avec les procédures d'achat de RESA. Je pense que ça, c'est une question qui a été traitée par la task force médico-sociale lors du cadrage. Et, on apportera la réponse via notre PAC côté NSP. J'ai pas la réponse. Merci. Pour le DSR médecin de ville, il faut obligatoirement choisir un profil logiciel, par exemple opérateur Mailise, stockage de copies de titres d'identité, CDS. Pourquoi? Car les exigences liées à ces profils sont optionnelles. Alors, non, vous n'êtes pas obligé de. Alors, pour le coup, les profils sont bien facultatifs, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'en choisir un des trois. Vous choisissez le profil qui vous convient. Et ils ne sont pas obligatoires. Une start-up qui est en train de développer un logiciel en ligne, qui n'est pas encore déployé, peut-elle prétendre au financement Ségur? Ou cela est-il uniquement réservé aux éditeurs qui doivent faire évoluer leur logiciel existant et qui donc sont déjà déployés? En tant que start-up, candidaté, tant que la difficulté, c'est que si vous êtes en phase de développement, tant que vous présentez une preuve de conformité, vous pouvez très bien candidater à un référencement Ségur. C'est vrai que de toute façon, vous n'obtiendrez le référencement que si vous avez fourni toutes les preuves, ce qui nécessite pour vous d'avoir réalisé tous les développements. Parce que la génération de preuves nécessite que vous ayez développé des fonctionnalités. Là, il y a un autre, peut-être une précision, c'est que ça fait l'objet d'ailleurs d'une question qui nous avait été posée. On a publié les DSR. La question était la suivante. Tout le monde, c'est quel est le niveau, on va dire, de stabilité de l'application quand à partir de laquelle vous allez constituer les preuves pour laquelle vous allez être référencé. Donc, si vous, comme il y a quand même pas mal de documentation, il est fait peine de faire l'attention là-dessus. Dans la convention de référencement qu'il y a avec l'ANS, il y a une obligation qui est
une fois que vous êtes référencé, d'être en capacité de commercialiser la solution dans les 2 mois après le référencement. Vous voulez éviter de référencer des solutions qui ne seraient pas, on va dire, être sur étagère rapidement. Pour, les clients pourront bien supporter et pourront bien le déploiement se fera pour les solutions référencées. Donc, ça veut quand même dire que quand vous présentez votre candidature et que vous présentez les preuves, ça veut dire que quand même vous êtes à un niveau d'avancement de vos développements qui est suffisant pour être rapidement, on va dire, en capacité de déployer et de commercialiser la solution. Est-ce qu'il y aura un DSR télé-expertise? À ma connaissance, non. Après, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut faire remonter ce programme Ségur, le sujet soit instruit. Quoi. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, il n'est pas prévu de DSR télé. Est-ce qu'on a déjà une date pour la sortie du DSR sur le médico-social? Oui, c'est le 1er novembre. Donc c'est imminent. Oui. Alors, ne vous inquiétez pas, je saute quelques questions parce que je pense que la réponse sera dans ce qui sera présenté ensuite. Et si jamais on n'y a pas répondu, on les repassera dans un second temps. Les DSR ayant été publiés récemment, les éditeurs ont beaucoup de travail d'adaptation puis de certification. Cela va entraîner un embouteillage au niveau du CNDA en 2022. Est-ce qu'on a anticipé? Ah oui, alors ça, une préoccupation permanente. Nous-mêmes, on a fait que ce soit le CNDA, d'ailleurs, ou l'ANS, des prévisions de charges, des prévisions de candidatures, qui s'appuient sur les sondages qui ont été réalisés auprès des éditeurs en juin et juillet de cette année, les prévisions de candidature par couloir. Donc, on a identifié un pool un nombre d'éditeurs qui avaient candidaté et quand ils présenteraient leur candidature, qui se présenter des preuves et on a estimé nos charges et on a fait les ressources. Quoi. Puis ça, de façon voir si le pic de charges qu'on avait prévu, est-ce qu'il sera supérieur ou inférieur, quel est dans le temps. Donc ça, on se synchronise de façon hebdomadaire avec nous. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que vous recevez de temps en temps des sondages de notre part pour savoir à peu près à quel moment vous êtes susceptibles les uns et les autres de déposer votre candidature. Ça nous permet, nous, de nous adapter et de mettre en face les ressources nécessaires pour pouvoir traiter vos différents dossiers. Donc, tout ceci pour vous encourager à répondre à nos questionnaires quand vous les recevez. Ouais. Effectivement, mi-octobre, dans le cours du mois d'octobre, vous trouvez un sondage pour actualiser les prévisions qu'on avait. Et je vous propose qu'on reprenne la présentation et puis qu'on refasse une session de questions ensuite. Super, merci. Voilà, donc là, vous avez l'organisation, un slide là, qui présente l'organisation de la procédure de référencement. Donc, vous avez tout ce qui est en rectangle à fond blanc, c'est les actions éditeurs. Les actions CNDA, c'est les rectangles et les flèches à fond bleu, je crois. Et actions ANS, turquoise. Voilà. Donc, grosso modo, il y a trois grandes étapes. Hein. Si vous êtes éditeur et que vous dites je veux être référencé Ségur, il y a trois grandes parties, quoi, pour faire simple. Il y a vous informer et récupérer l'ensemble des DSR et de la documentation. Donc là, le point d'entrée, hein, c'est vraiment l'adresse qui est là, tech-isanté.gouv, où vous avez toute la documentation, tous les DSR et tous les éléments nécessaires à la préparation de votre candidature. Donc évidemment, il faut commencer par là. Ensuite, il y a deux grandes parties. Il y a
l'obtention de tous les agréments, de toutes les autorisations ou homologations auprès du Centre national d'agrément. C'est pour tous les agréments sur la DMP compatibilité, l'identifiant national de santé, l'appel au téléservice, l'APCV et la e-prescription unifiée pour la médecine de ville. Donc là, ça fait partie des travaux que vous avez à mener, que vous pouvez mener d'ailleurs dès que vous avez identifié quels étaient les agréments que vous pouvez passer, hein, sans attendre d'avoir déposé la candidature auprès de l'ANS pour le référencement. Et ça, c'est une première série de travaux. Et après, il y a la troisième partie, en fait, c'est celle qui concerne plus vos échanges avec l'ANS et qui est le dépôt de votre candidature avec pour vérifier l'éligibilité, c'est la phase 1 de tout à l'heure, qu'on a présenté juste avant, et une phase 2 qui est le dépôt des preuves de conformité et l'instruction de ces preuves par l'ANS et la délivrance du référencement. Donc, pour préciser sur cette partie-là qui est la troisième phase, on va dire, c'est en termes de délai. Donc là, on vous a fourni des délais estimatifs hein, pour pouvoir vous organiser. Quand vous déposez votre candidature pour qu'on puisse en vérifier l'éligibilité, nous on considère que le délai de traitement de votre candidature, c'est une semaine. Et quand vous déposez les preuves et que nous, on doit analyser les preuves pour vous délivrer le référencement, on est sur un délai de 6 semaines. Voilà. Donc, évidemment, après, ce sont des délais estimatifs parce que en fonction des informations que vous nous fournissez, il peut y avoir la nécessité d'avoir des allers-retours, des documents complémentaires à fournir, des instructions à mener, qui peuvent que le temps peut être un peu supérieur, quoi, voilà. Mais en tous les cas, quand on estime de façon nominale, quoi, avec quelques échanges qui seraient assez limités quand même, on est sur une semaine pour la réception et la vérification des candidatures et 6 semaines pour l'instruction et la vérification des preuves de conformité, la délivrance du référencement. Voilà. Donc il y a vraiment trois grandes parties. Hein. Vous informer, sans attendre, ensuite vous pouvez tout de suite lancer vos travaux côté CNDA si vous n'avez pas tous les agréments et toutes les autorisations CNDA qui sont demandées dans les DSR. Par exemple, sur la DMP compatibilité, hein, c'est les spécifications DMP compatibilité en version 2.4 ou 2.5. Donc ça, vous les avez peut-être pas, donc il faut l'obtenir. Et en parallèle, vous pouvez déposer aussi votre candidature. Alors, comment déposer votre candidature? Donc là, on est vraiment sur la partie en interaction avec l'ANS. Donc, pour déposer votre candidature, vous préparez l'ensemble des pièces justificatives qui sont demandées au moment de la candidature. Donc là, vous avez la liste de ces pièces justificatives hein, est disponible sur le portail industriel et le site tech, et les ressources utiles pour arriver à identifier toutes ces pièces justificatives sont listées dans le dossier de spécification de référencement, le document Word en partie 4. On vous a indiqué là l'ensemble des pièces à fournir, et aussi il y a une partie 2.1 dans chacun des DSR qui rappelle les exigences, les fonctionnalités minimales du périmètre du logiciel qui est ciblé par le DSR. Voilà. Et pour déposer ensuite votre candidature, vous allez sur le site tech et là vous suivez et vous atteindrez le site qui vous permet de déposer la candidature. Vous vous connectez donc à l'outil de candidature proposé par l'ANS
afin de créer votre compte et déposer les pièces justificatives. Là, on vous a remis l'URL du site. Et vous avez aussi un manuel d'utilisation de l'outil de gestion de candidature. Donc ça reste normalement le plus intuitif possible. Hein, mais si vous avez en tous les cas une question, sachez que vous avez ce manuel d'utilisation qui va vous permettre de vous guider ou d'avoir une précision si vous êtes un peu… enfin, si vous avez des questions sur le dépôt de votre candidature. Et ensuite, nous, on va du coup instruire votre candidature. Donc, il faut que vous teniez prêt, entre guillemets, à répondre aux éventuelles sollicitations de l'ANS si il y avait des informations complémentaires à apporter, quoi. Voilà. Et alors, on a pour tenir en fait l'ensemble des délais sur la partie, en tous les cas, instruction des candidatures, sur le délai de réponse, on s'est fixé 24 heures pour pouvoir tenir en fait les délais là d'instruction des candidatures. Voilà, donc c'est l'objectif là de ces slides, et ça va être la même chose sur les slides suivants, c'est bien de vous indiquer les étapes pas à pas et de vous dire quels sont les outils associés et où est-ce que vous trouvez l'information pour mener à bien et pour réaliser chaque étape. Je passe au slide suivant. Voilà, donc là, vous avez reçu votre candidature est éligible. Vous avez signé la convention de référencement. Et l'étape suivante, en fait, consiste à collecter les preuves de conformité. Alors, quand on dit l'étape suivante, il faut savoir que cette collecte de preuves, en fait, elle peut démarrer dès maintenant, à partir des informations qui sont fournies sur ce slide. Comme on l'a dit, hein, pour chaque exigence du référentiel, vous avez dans les DSR, dans le fichier Excel là, qui est fourni sur le site tech, vous avez l'exigence en tant que telle, le scénario de conformité à réaliser et les preuves, la description des preuves à fournir. Donc, en fait, cette collecte de preuves, pour bon nombre, si vos développements sont prêts, vous pouvez les débuter, ces collectes de preuves, vous pouvez la débuter dès maintenant, preuve par preuve, et ça vous permet aussi de vous guider dans vos développements. Voilà. Donc, pour produire et collecter les différentes preuves demandées, vous avez donc elles sont décrites dans le fichier Excel référentiel d'exigence REM. M, c'est pour métier. Et dans le dossier de spécification de référencement, en annexe, vous avez la liste des référentiels qui sont mentionnés dans chacune des exigences. Donc, c'est vraiment, quand on pointe, c'est ce que je disais tout à l'heure, une exigence, par exemple, vous devez produire un compte-rendu d'examen de biologie, ça fait référence à une spécification du cadre d'interopérabilité. Et bien, dans cette annexe 1 du document Word, dossier de spécification de référencement, vous trouverez l'URL vers la spécification du cadre d'interopérabilité sur le site de l'ANS. Hein. C'est vraiment un peu la galaxie là, de tous les référentiels qui sont embarqués dans le DSR et dans les exigences pour lesquelles vous candidatez. Que ce soit des référentiels ANS, comme on disait tout à l'heure, des référentiels du GE Sésame Vital ou même d'Interop Santé. Donc, c'est un peu la Bible, en fait. Voilà. Ensuite, vous avez… ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux grands types d'exigences. Il y a des exigences pour lesquelles les preuves, ce sont des preuves que vous pouvez générer vous-même, parce que ce sont des copies d'écran de vos solutions, par exemple, ou des vidéos de vos solutions. Et là, il suffit, entre guillemets, de suivre le scénario de conformité et de produire les preuves et de les stocker. Vous en avez d'autres, en fait, qui nécessitent de s'intégrer ou d'utiliser des environnements de test pour lesquels vous avez à chaque fois, en fait, ce qu'on appelle un peu des bacs à sable ou des
et vous n'êtes pas complètement autonome en fait pour produire les preuves. Et c'est ce qu'on a listé là dans ce slide en fait, pour chacun des types d'exigences qui sont listés là. Donc pour ProSanté Connect, pour la production de documents, pour le questionnaire SSI aussi, pour la partie INS, pour les agréments CNDA, pardon, et puis pour l'INS en dernier. Donc par exemple pour ProSanté Connect, donc là vous avez en fait un bac à sable qui va vous permettre de vérifier l'appel aux fournisseurs de services, aux fournisseurs d'identité, pardon, ProSanté Connect. Et donc là, il y a à la fois là, dans ce slide, vous avez la présentation générale de ce qui est ProSanté Connect et aussi l'URL qui vous permettra d'accéder à ce bac à sable et vous de valider vos tests, de valider vos interfaces en fait et vos appels à ProSanté Connect et à l'API ProSanté Connect. Donc ça, c'est pour les exigences ProSanté Connect. Pour les exigences liées à la production de documents, donc là, en fait, il existe un espace de test d'interopérabilité où pour chaque spécification du cadre d'interopérabilité pour tout ce qui est volet métier, typiquement le compte-rendu d'examen de biologie, mais aussi le volet de synthèse médicale ou pour les documents qu'on appelle structurés de CDR de niveau 1, c'est-à-dire avec une structuration minimale où, grosso modo, on définit précisément l'entête des documents, c'est, on va dire, le patient, le professionnel de santé, le type de document. Donc là, c'est un niveau de structuration qui est un peu inférieur à ceux que j'ai cités précédemment sur le volet de synthèse médicale ou sur le compte-rendu d'examen de biologie. Vous avez donc cet espace de test, en fait, qui vous permet, vous, quand vous avez produit, par exemple, un compte-rendu d'examen de biologie conforme aux spécifications du cadre d'interop, et ben de déposer ce compte-rendu d'examen de biologie sur l'espace de test. Et là, on passe une série de tests qui vont permettre de vérifier que votre compte-rendu d'examen de biologie est bien conforme aux spécifications du cadre d'interopérabilité. Voilà. Donc là, ça, c'est à la fois cet espace de test qui vous aide à réaliser vos développements et vous assurer que vous avez correctement respecté, on va dire, les spécifications du cadre d'interopérabilité. Et deuxièmement, il vous aide aussi à produire les preuves qu'on va vous demander sur l'exigence, par exemple, production d'un compte-rendu d'examen de biologie. Voilà. Et alors, il y a une petite subtilité sur cette partie-là, c'est que quand il y a deux espaces de test. En fait, il y en a un qui est accessible dès maintenant en mode, on appelle ça libre service, et qui existe d'ailleurs depuis un peu plus d'1 an maintenant, pour lequel vous pouvez vous entraîner en fait et vérifier au fil de vos développements la conformité de votre compte-rendu d'examen de biologie aux spécifications du cadre d'interop. Et puis après, on a créé spécifiquement pour le Ségur un bac à sable d'interopérabilité pour le Ségur, ou de façon à ce que vous puissiez produire vos preuves de conformité sur ces exigences de la manière la plus fiable possible. Et par contre, cet espace de test Gazelle Ségur, à partir duquel vous allez devoir produire les preuves de conformité pour ces exigences, il vous sera ouvert une fois que votre candidature, évidemment, est éligible, puisque là, il est réservé, on va dire, à tous les éditeurs qui sont éligibles pour un dossier de spécification de référencement donné. Voilà. Donc, en clair, vous avez un bac à sable pour lequel vous pouvez vous entraîner dès maintenant, et un second dont l'accès vous sera donné juste après la phase de recevabilité de votre candidature. Et là, vous avez là aussi toute la documentation sur le guide d'utilisation de Gazelle et de cet espace de test. Ensuite, vous avez une autre nature de preuve qui est ce qu'on appelle le questionnaire sécurité des systèmes d'information. Donc là, qui est disponible dans le portail Convergence. Alors, ce qu'il faut savoir là
sur le fond déjà, ces questionnaires de sécurité, en fait, ils ont vocation, dans la vague 1 du Ségur, à faire une sorte d'état des lieux du niveau, en fait, de sécurité des logiciels, quel que soit le couloir. Ça s'adresse à tous les types d'éditeurs de tiers de procès de santé, hein, des pays, enfin, tous ceux qu'on a listés précédemment. Donc, il y a une série de questions, en fait, où on va vous demander de vous positionner sur où est-ce que vous en êtes en termes de sécurité sur alors, il y a un exemple en tête sur la PGSSI, par exemple, on va vous demander, il y aura une série de critères et il y aura des seuils et vous vous positionnerez sur ces seuils, en fait, pour chacune des questions. Et ce qui est important de savoir, hein, que là, pour le coup, c'est vraiment un questionnaire, c'est-à-dire que on a fixé un niveau de seuil un peu indicatif ou enfin un minimum, on va dire. Un niveau de seuil qui, par rapport auquel vous allez vous positionner, mais c'est pas une obligation de respecter ce seuil, quoi. C'est vraiment à titre d'information. Et pourquoi c'est fait comme ça? En fait, c'est pour calibrer, on va dire, les exigences de sécurité qui seront définies pour la vague 2 du Ségur. Donc l'idée, hein, c'est vraiment de répondre de la façon la plus transparente possible, pour qu'on sache exactement où en est l'écosystème en termes de sécurité et bien définir les exigences de la vague 2, quoi, et de ne pas définir d'exigences de sécurité qui seraient trop élevées et qui ne seraient pas applicables et implémentables, et du coup, personne serait éligible. Ensuite, vous serez référencé pour la vague 2. Voilà, c'est la logique. Donc là, vous avez tout ce questionnaire SSI dans le portail Convergence que vous connaissez peut-être déjà, et vous avez la documentation à côté. Dans la marche à suivre, là, dans la collecte des preuves, vous avez un autre type de preuves qui sont tous les agréments et les homologations CNDA pour donc l'INS, le DMP, APCV et la e-prescription. Donc là, on vous a donné, mais peut-être probablement vous le connaissez déjà, hein, les éditeurs CNDA et le protocole CNDA pour rentrer dans le processus d'obtention de ces homologations CNDA avec la signature là de leur convention et pour obtenir le référencement. Et enfin, dans tous les DSR, dans tous les dossiers de spécification de référencement, il y a des exigences INS. Donc là, on vous a donné le référentiel, vous avez un référentiel d'exigence, hein, INS, et on a 2 documents en fait pour vous aider à constituer les preuves, les preuves de conformité aux exigences INS. Il y en a un qui s'appelle le pas à pas INS. Donc là, c'est vraiment un document d'aide à la préparation des éléments de preuve, hein, et de la constitution des différentes vidéos ou copies d'écran qui sont demandées dans les différents scénarios de conformité, et un jeu d'essai INS, parce qu'il existe des scénarios de conformité pour lesquels vous avez besoin du retour de l'interrogation du téléservice INSI. Et donc, en fait, c'est des bouchons, pour utiliser un terme un peu consacré là, ce sont des bouchons et des jeux d'essai INS qui simulent en fait un appel au téléservice INSI, quoi, et qui vous permettent après vous de dérouler le scénario de conformité, de générer la preuve. Voilà, donc là, vraiment l'objet de ce slide, hein, c'est vraiment une fois que vous avez lu le DSR, que vous avez identifié les types d'exigences auxquelles vous devez être conforme, d'avoir un peu la liste de toutes les ressources qui vous seront utiles pour générer les preuves. Voilà. Comment déposer les preuves de conformité collectées? Donc là, on vous a listé les types de preuves, les formats de preuves qui sont acceptés, avec les tailles maximales acceptées. Bon, c'est vraiment très très opérationnel, hein. Et comment vous faites? Bon, voilà, la marche à suivre. Vous accédez, vous retournez en fait sur l'outil de gestion de candidature que vous avez utilisé pendant l'étape précédente de recevabilité.
vous déposez l'ensemble des preuves que vous avez collectées et vous l'envoyez à l'ANS pour instruction. Et là aussi, alors là, d'autant plus, là, parce que c'est vrai que le nombre de preuves est conséquent et que du coup, il y aura nécessairement quelques échanges ou quelques demandes de précision sur certaines preuves probablement. Donc, il faut aussi se tenir prêt à réagir pour pouvoir répondre aux questions et qu'on puisse vous référencer le plus vite possible. J'insiste sur un point parce que ça, on l'a constaté avec certains éditeurs qui ont déjà déposé des preuves de conformité. Il faut bien constituer des fichiers de preuves pour chacune des preuves demandées, quoi. Ne constituez pas un grand fichier de preuves avec une grande vidéo, par exemple, qui couvrirait toutes les preuves et que vous redéposeriez autant de fois que chaque preuve est demandée. C'est vraiment un fichier preuve par preuve qu'il faut faire, quoi. Voilà. Ça, je dis parce qu'il y a un candidat qui a pas fait comme ça et du coup, il a dû reconstituer son fichier de preuves qui est quand même un peu long. Et sachez aussi que si vous voulez voir comment fonctionne l'outil de gestion de candidature et de dépôt de preuves, vous avez une vidéo qui est disponible sur le site Tech et qui vous montre vraiment les écrans de cet outil de gestion de candidature et comment vous allez déposer des preuves, ce qui vous permet de vous projeter et de voir comment ça se passe. Je crois que j'ai tout dit sur cette partie de collecte et de dépôt des preuves. Voilà. Sur la préparation de votre candidature, donc il y a un point d'entrée unique pour les industriels. Hein, on l'a dit en début et plusieurs fois déjà, mais on le rappelle là, c'est rendez-vous sur le site techisante.gouv.fr où vous avez l'ensemble de la documentation et c'est vraiment le point de départ hein, pour débuter votre référencement Ségur. Et c'est aussi ce point d'entrée en fait vous permet de vous renseigner sur le volet numérique du Ségur avec la documentation dont on a parlé et de préparer votre candidature. Et si vous souhaitez solliciter le support Ségur parce que vous avez une question pour prendre un rendez-vous, vous avez aussi un formulaire de contact qui est accessible pour déposer vos questions ou vos demandes de prise de rendez-vous. Voilà. Et donc, on vous a rappelé les URL. On peut prendre les dernières questions. Je ne sais pas si Nathalie, peut-être vous les compléter sur la partie accompagnement. Je propose qu'on rebalaye les questions, oui, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, on va déjà commencer avec celle-ci. Avons-nous déjà planifié d'autres webinaires pour discuter du sujet et de chacun des couloirs? Alors, oui. Alors, déjà cet après-midi, vous retrouverez cette même présentation, alors qui ne sera pas effectuée par Emmanuel, mais par un de nos collègues, où vous pourrez de nouveau poser vos questions si vous le souhaitez. Et puis ensuite, plus particulièrement par sujet, par thématique, on va organiser, ça commence vendredi, un rendez-vous hebdomadaire par sujet. Pendant ces rendez-vous hebdomadaires, je vous partagerai l'actualité de la semaine. Par exemple, si on voit qu'il y a des questions qui remontent beaucoup, ce sera l'occasion de vous les repartager à tous. Et à chaque fois, j'aurai avec moi un expert d'un sujet pour répondre à vos questions. Et donc, il sera là pour pouvoir vraiment échanger avec vous. On est en train de les organiser d'un point de vue logistique. Donc, le premier, ce sera vendredi à 11h, si je ne m'abuse, et ce sera sur l'INS. Et on changera de thème chaque semaine. Alors, je vais redérouler vos questions. Je ne vous garantis pas qu'on ait le temps de tous les passer, mais on va en faire un maximum. Sur quel site doit-on déposer ces preuves? Alors là, le point d'entrée que vous devez avoir en tête, c'est techisante.gouv.fr. Vous retrouverez sur Tech toutes les informations pour comprendre le Ségur, pour constituer votre dossier et pour ensuite aller déposer votre dossier. Vous verrez, vous avez sur les environnements, sur les pages qui parlent du Ségur, vous avez des boutons qui proposent de déposer votre candidature et donc c'est là que ça se passe.
La limite de 50 mégas est pour une seule preuve ou bien pour l'ensemble de toutes les preuves? Non, c'est par preuve. Pourquoi devoir apporter des preuves de l'INS alors que l'on a déjà passé des tests avec le CNDA? Alors en fait, les tests, les autorisations CNDA sur l'appel au téléservice, justement, ça porte sur l'appel au téléservice INS. Mais il y a besoin en fait d'avoir d'autres exigences sur l'INS par rapport au référentiel national d'identité. Et c'est pour ça qu'il y a des exigences complémentaires, on va dire. Pourquoi avoir l'homologation CNDA pour l'AppCV pour le Ségur? Est-ce que cela concerne tous les DSR et est-ce obligatoire d'implémenter l'AppCV pour le Ségur? C'est uniquement sur le DSR médecine de ville. Et je vous invite à lire aussi très précisément dans le DSR médecine de ville pour la partie board les règles d'homologation sur l'AppCV en fonction de vos agréments actuels spéciaux. Il y a une règle, en fait, je ne vais pas la redétailler là, mais bien la lire en plus. Les preuves doivent-elles être fournies une fois pour l'ensemble des clients de l'éditeur ou faudra-t-il fournir la preuve pour chacun des clients pour lesquels une contribution est demandée? J'imagine que c'est dans le cas, par exemple, d'une plateforme d'intermédiation ou d'un éditeur qui contient plusieurs DSR. Non, alors il faut les fournir pour chacun des DSR. Les preuves ne sont pas mutualisées entre plusieurs DSR. Pourquoi? Parce que en fait, dans le détail, on a l'impression que c'est commune, en fait. Enfin, d'une façon générale, on a l'impression que les preuves sont les mêmes, en fait. Dans le détail, il y a plein de petites subtilités et ça aurait été. Il n'y a pas tant de mutualisation. On a l'impression que c'est très fiable et dans le détail. Je comprends que la collecte de preuves peut être faite chez l'éditeur et pas nécessairement chez un de nos clients. Pouvez-vous me le confirmer? Même c'est. Enfin, vous pouvez le faire chez vos clients, mais pas très bien si vous le faites par vos environnements de test, votre cuisine et Les éditeurs peuvent utiliser les jeux de données, auteurs, patients, documents de leur choix pour la production des preuves? Alors, c'est un peu au cas par cas. Je dirais d'une façon générale, oui. Et après, par exemple, là, quand on a présenté les jeux de INS tout à l'heure, là, c'est les noms, prénoms et ainsi de suite sont déjà définis. Un peu au cas par cas. Y a-t-il une liste officielle des éditeurs qui sont déjà prêts? Alors, non. Enfin, non. L'éditeur qui est encore de produits prêts. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est à 26 candidatures qui ont été déposées et il y en a 6 pour lesquelles on est en train d'analyser les preuves. Et à partir du moment où certaines solutions auront eu le référencement, là, on les publiera sur nos sites. Oui, tout informe, évidemment. Tout à fait, oui. Pour une candidature en groupement scolaire, la lettre d'engagement attendue doit-elle être co-signée par l'ensemble des parties prenantes ou uniquement par le chef de file? Un groupement scolaire, c'est ça? Oui. Je sais pas pour la question. La lettre d'engagement, est-ce que faut qu'on note la question et on reviendra vers vous. Merci. Lors de l'inscription à l'étape 1, éligibilité, qu'attendez-vous par documentation complémentaire attestant que le périmètre fonctionnel de votre logiciel est conforme au cadre du présent DSR? Alors, si par exemple on est sur le pouvoir médecine de ville et que c'est un logiciel
au cabinet, on attendra des copies d'écran, par exemple, ou une documentation utilisateur qui montre qu'il y a bien qu'on peut bien réaliser des prescriptions, voilà, qu'on peut gérer l'agenda de santé, par exemple. Des choses comme ça. La documentation doit montrer que vous couvrez les fonctionnalités minimales. Quel est le délai moyen estimé en intégrant un temps moyen de développement pour l'éditeur? Est-ce que, par exemple, on pourrait parler de 12 à 18 mois? C'est à condition que... Enfin, là, ça veut dire qu'il y a un temps de développement qui est quand même assez long, quoi, parce que normalement, ça doit prendre... nous, on a vu, là, on a 6 semaines d'instruction d'épreuve pour prononcer le référencement. Et avant, vous pouvez largement paralléliser demande d'autorisation NDA, le dépôt de la candidature de l'ANS et votre aussi. Quoi. Donc, 12-18 mois, c'est... Enfin, ça veut dire que l'éditeur passe probablement d'une solution ou des choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de développement à faire. Peut-on détailler le lien entre la certification Ségur de l'éditeur et le dépôt de son dossier par l'établissement? Autrement dit, est-ce qu'un établissement peut s'engager sur une fenêtre Ségur s'il ne sait pas encore quand son éditeur serait certifié? Alors, c'est plus sur l'appel à financement. Donc, vous regardiez les règles de commande, notamment dans la partie appel à financement. Il y a une procédure qui est prévue par ça, mais il y a souvent des commandes du document appel. Où sont les identités à utiliser comme jeu de données pour l'épreuve de l'INS? Est-ce que ce sont celles de la validation du CNDA? On a donné le lien, c'était dans la page collecte de preuves, le slide collecte. Il y avait les jeux d'essai INS. D'accord, donc vous pourrez retrouver toutes les informations. Voilà. D'accord. Tout ce qu'on est en train de vous montrer là, donc aussi bien les présentations que l'enregistrement de ce webinaire, sera mis à disposition en replay, hein, bien évidemment, en complément de toutes les informations que vous avez déjà sur techisanté.gouv.fr. Alors, je vous propose de prendre une dernière question. Je pense qu'on aura à peu près balayé l'ensemble de vos questions. En tant qu'éditeur, pour les auxiliaires médicaux libéraux, sur quel couloir dois-je m'orienter et quand celui-ci sera-t-il disponible? Les fonctionnalités exigées pour un établissement doivent-elles être implémentées pour la gestion d'un cabinet médical de ville? Bon, ça fait deux questions en une. Alors, si votre solution, elle est par exemple un logiciel qui s'adresse par exemple que aux infirmiers et infirmières, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas de DSR pour les paramédicaux, pour les auxiliaires. Et la deuxième, par contre, c'est que la répéter neuf. Les fonctionnalités exigées pour un établissement doivent-elles être implémentées pour la gestion d'un cabinet médical de ville? Alors, j'imagine qu'on est toujours dans le contexte des auxiliaires médicaux. Oui, alors si c'est dans il n'y a pas de DSR, et par contre, les fonctionnalités minimales pour un logiciel de gestion de cabinet sont bien spécifiques par rapport à celles pour un équipement informatisé d'établissement de santé. Il y a deux DSR différents et des fonctionnalités minimales différentes. Alors, merci beaucoup Emmanuel. Je propose qu'on arrête là pour ce matin. Donc, nous aurons à nouveau cette même présentation faite à 14 h avec un autre intervenant. Vous pourrez de nouveau poser des questions. En ce qui concerne les rendez-vous hebdomadaires qu'on est en train d'organiser, donc je vous disais que le premier sera ce vendredi à 11 h. On y parlera INS.
Le suivant sera le mardi 19 octobre à 14 heures. Là, ce sera de nouveau Emmanuel qui nous parlera, qui fera un focus sur la revue générale des DSR. Et le suivant sera le 26 octobre à 14 heures, où nous ferons un focus sur la médecine de ville. Alors, vous n'êtes pas obligé de les noter là, évidemment, on est en train de les mettre, vous les retrouverez dans l'agenda de l'Agence du numérique en santé. Il devrait être publié dans la journée. Voilà, je vous remercie tous d'avoir suivi ce webinaire aujourd'hui. Je vois que le sujet vous intéresse beaucoup. Et puis, mes prochaines sessions à 14 heures. Je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.